Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent, ou vous en faire perdre si vous le comprenez mal, l'échantillon et la fiabilité des stats. Autrement dit, à partir de quand une stat devient vraiment utile. Le but de l'épisode est simple, éviter l'erreur classique «j'ai une stat, donc je sais». Parce qu'au poker, une stat n'est pas une vérité, c'est un indice, plus ou moins fiable selon le nombre de mains et selon la stat. Plan de l'épisode en 3 parties. 1. Petit échantillon égale bruit. 2. Quelles stats se stabilisent vite et lesquelles demandent beaucoup de mains. 3. Comment les utiliser quand même. Stats plus observation. Partie 1. Petit échantillon, bruit. Imaginez que vous lancez une pièce. Si vous la lancez 3 fois et que vous obtenez 3 fois pile, est-ce que ça prouve que la pièce est truquée? Non, c'est possible juste par hasard. Au poker, c'est pareil. Sur 20, 30, 50 mains, il se passe énormément de choses au hasard. Un joueur peut recevoir peu d'occasions de 3 baies. Il peut avoir des cartes injouables, ou au contraire toucher des mains fortes et jouer sage sans que ça reflète son style habituel. Donc une stat sur petit échantillon, ce n'est pas faux. Mais c'est surtout très instable, c'est du bruit, et le bruit peut vous pousser à faire des adaptations catastrophiques. Le bon réflexe, se demander combien d'occasions la stat a vraiment eu pour s'exprimer. Partie 2. Quelles stats se stabilisent le plus vite? Toutes les stats ne demandent pas le même volume. Les stats qui se stabilisent relativement vite sont celles qui concernent des décisions fréquentes. Typiquement, VPIP, combien de mains le joueur décide de jouer. PFR, combien de mains il relance pré-flop. Pourquoi celle-là? Parce que sur chaque main, le joueur a quasiment toujours une décision. Folder, l'impair, relancer. Donc les données s'accumulent vite. Même avec 50 à 100 mains, VPIP et PFR commencent déjà à donner une tendance. Attention, une tendance, pas une étiquette gravée dans le marbre, mais c'est déjà exploitable pour se situer. A l'inverse, certaines stats se stabilisent très lentement parce qu'elles dépendent de situations rares. Le 3-bet, encore faut-il qu'il y ait une ouverture avant lui et qu'il ait l'occasion de sur-relancer. Le 4-bet, situation encore plus rare. Des stats post-flop comme l'agressivité, les check-raise ou même certains taux de C-bet selon les positions. Résultat, vous pouvez avoir 200 mains sur un joueur et pourtant sa stat de 3 bêtes reste très fragile si les opportunités de 3 bêtes ont été peu nombreuses. Un point important, souvent ce n'est pas nombre de mains qui compte, mais nombre de spots. Par exemple, pour le 3 bêtes, ce qui compte, c'est le nombre de fois où le joueur a eu la possibilité de 3 bêtes. Exemple obligatoire, joueur à 0% de 3 bêtes sur 30 mains. Vous avez un chudé, vous voyez un joueur, 0% de 3 bêtes sur 30 mains. Beaucoup de débutants concluent « Ok, il ne 3 bête jamais, donc s'il 3 bête maintenant, c'est les A ». Pourquoi ça ne prouve pas grand-chose? Parce que sur 30 mains, il n'a peut-être eu que 2 ou 3 opportunités de 3 bêtes. Peut-être même 0 vraie opportunité selon l'action. Et même s'il en a eu 3, ne pas 3 bêtes 3 fois d'affilée, ce n'est pas exceptionnel. Il peut avoir eu des mains moyennes qu'il préfère payer, avoir eu de mauvaises positions, ou simplement ne pas avoir eu de mains qui lui donnent envie de 3 bêtes. Donc 0% sur 30 mains signifie surtout « je n'ai pas encore assez d'informations ». Pas « je sais que ce joueur est une NIT extrême ». Le danger, c'est d'adapter trop fort. Par exemple, overfold contre un 3-bet en pensant que c'est forcément monstrueux. Alors qu'en réalité, vous êtes peut-être en train de folder trop souvent contre un joueur standard. Partie 3. Comment utiliser quand même? Stats plus observation. La solution n'est pas de jeter les stats. La solution, c'est de les combiner avec des informations qualitatives. Pensez aux stats comme à une carte météo. Utile, mais pas suffisante pour décider si vous sortez en t-shirt. Vous regardez aussi le ciel. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez observer en plus des stats? 1. Les showdowns. Quand un joueur va à l'abattage, c'est de l'or. Vous voyez ses mains dans des spots précis. Il a payé 3 streets avec deuxième paire, ça indique un profil plutôt calling station. Il a montré un bluff river, ça pèse lourd, surtout si ça arrive tôt. 2. Les timings. Sans tomber dans la paranoïa, certains patterns existent. Décision instantanée, souvent automatisme, long tank puis raise, parfois main forte, parfois bluff réfléchi. Ce n'est jamais une preuve, mais c'est un indice. 3. Les tailles hors de mise. Les sizing parlent souvent plus vite que les stats. Petit c-bet systématique, peut-être un joueur qui range bet et abandonne sur résistance. Overbet soudain river, peut être polarisé, donc soit très fort, soit bluff. 4. La cohérence des lignes. Est-ce que le joueur raconte une histoire logique? Un joueur qui check call flop, check call turn et shove river sur une brique, ça mérite une note, parce que ce type de ligne est souvent très polarisé. Maintenant, les pièges à éviter. Piège numéro 1, étiqueter trop vite. Il est 12-10 sur 40 mains, donc c'est un nid. Non, sur 40 mains, il a peut-être juste eu une série de poubelles, ou au contraire, il a run card dead. Le bon état d'esprit, pour l'instant, il a joué peu de mains. C'est différent. Piège numéro 2, jouer contre un chiffre. C'est un énorme leak. Vous ne jouez pas contre 22% de VPIP. Vous jouez contre un joueur dans une position avec des tapis, une dynamique et une action précise.
Les stats doivent servir à orienter vos hypothèses, pas à remplacer votre réflexion. Comment faire en pratique pendant une session? Voici une méthode simple. D'abord, utilisez les stats rapides à stabiliser, surtout VPIP et PFR, pour classer grossièrement le profil. Ensuite, pour les stats lentes comme 3 bêtes, 4 bêtes, agressivité, restez prudent tant que vous n'avez pas un bon volume ou des showdowns. Enfin, prenez une note qualitative dès que vous avez une information forte, par exemple un bluff montré, un hero call ou un sizing très particulier. Mini exercice de fin d'épisode. La prochaine fois que vous jouez, faites ceci. Choisissez un adversaire, regardez ses 3 stats et notez une observation qualitative en plus. Par exemple, a montré un bluff river après avoir check call 2 streets. Mise petit flop puis abandonne turn sur raise. À 3 bêtes, une main moyenne depuis les blindes. À slow play, une grosse main préflop. L'objectif est simple, entraînez votre cerveau à ne pas dépendre uniquement des chiffres, surtout quand l'échantillon est faible. Avant de terminer, si vous voulez progresser plus vite et de manière structurée, allez faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Vous y trouverez des ressources pour analyser votre jeu, travailler vos décisions et construire un plan de progression clair. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, rappelez-vous, une stat n'est utile que si elle est suffisamment fiable et si vous la combinez avec du contexte et des observations.